Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Faux départ. Aujourd'hui, je suis avec, Julie. Bienvenue Julie. Merci. Hem, on a refait le monde avant d'enregistrer cet épisode. On va raconter ton premier accouchement. Tu as 2 filles, tu habites dans le sud de la France et tu as été un temps infirmière en réanimation et tu vas, nous partager, alors pas ton quotidien à l'époque, mais comment tu as vécu ton premier accouchement. C'était toute une histoire. Tu as ensuite eu une deuxième fille, donc aujourd'hui on va se concentrer sur, ta première expérience et aujourd'hui tu es infirmière libérale. Quand tu m'as laissé ton témoignage, tu m'as dit une des premières choses que tu m'avais laissées dans tes messages vocaux, c'est, «Je suis formatée par le scénario catastrophe». Mmh. Puisque forcément, tu m'as souvent, laissé comme, message: «Il y a un biais de la perception» et on est absolument d'accord sur ça puisque, bah, toi, ton job, c'était, de réanimer donc forcément, tu voyais, les catastrophes quand elles arrivaient. Comment, heu, pourquoi tu t'es retrouvée à choisir d'accoucher dans une maternité de type 3 alors qu'au départ, pour ton premier bébé, tu m'avais dit que tu voulais accoucher dans l'eau, mais que ça n'avait pas été possible? Raconte-nous tout. Alors, bonjour Emma, merci beaucoup, de m'avoir invitée sur ta chaîne. Alors effectivement, comme tu disais, je pense que tout le monde a un biais de perception parce que tout le monde a conscience qu'il peut se passer des complications, qu'il peut y avoir des choses, au niveau de l'accouchement. On pense souvent aux hémorragies, on pense souvent bon, mais c'est vrai que quand on est, infirmière ou infirmier, en réanimation, finalement, toutes les histoires qu'on connaît, c'est des histoires catastrophes. Euh, donc, moi, au niveau de mon expérience de la réanimation, j'ai travaillé dans plusieurs secteurs de réanimation, adultes et enfants. Et c'est vrai qu'au niveau du secteur enfant, néonat, bah, on en a du coup tous les prématurés, toutes les histoires de pré-éclampsie, d'éclampsie. Donc, on a vraiment ce prisme de c'est la cata, c'est dangereux. Heureusement qu'on était à l'hôpital, voilà. Après, effectivement, hein, souvent la néonate, enfin, tout ce qui est pré-éclampsie, éclampsie, on est dans de la pathologie, on n'est pas forcément dans des accouchements du coup physiologiques ou en tout cas des grossesses peut-être normales. Mais toujours est-il que j'étais partagée déjà dès le début parce que ma grossesse était normale et que dans un idéal où la grossesse était normale, je m'étais dit, eh ben, j'aimerais beaucoup accoucher dans l'eau. Euh, et j'en avais parlé à la sage-femme qui me suivait à l'époque. Je lui avais dit, tiens, qui elle aussi prenait des gardes sur l'hôpital où j'étais, donc euh, enfin, voilà, on était formatés de la même façon. Et, enfin, du coup, je lui dis, bah, moi, j'aimerais bien, si c'est possible, je sais pas si ça se fait, je sais pas, mais j'aimerais bien coucher dans l'eau. Et elle m'avait dit, non, mais dans notre région, en vérité, ça se fait pas. Sinon, il faut aller un peu plus loin et ça vaut pas le coup quand tu te mets en travail. Des fois, ça peut aller vite, euh, donc c'est pas possible. Alors moi, c'est ce que j'en avais compris de sa réponse. Et je m'étais dit bon bah alors si c'est pas possible d'accoucher, d'avoir mon accouchement idéal dans l'eau, en douceur, etc., etc. Bon bah alors à ce moment-là, quitte à devoir accoucher en structure, bah, je vais mettre toutes les chances de mon côté d'éviter les complications, les catastrophes, ou en tout cas, je vais faire ce qu'il faut pour que s'il y a quoi que ce soit, mon enfant puisse être pris en charge sur place, à l'ARIA, moi aussi. Enfin voilà, vraiment. Et donc, je m'étais dit bon bah, euh, je vais m'inscrire à la maternité où j'ai travaillé. Et Juste une puis, question, toi, tu voulais accoucher dans l'eau où? Dans une structure ou à la maison? alors, à l'époque, je t'avoue que je savais pas que c'était possible d'accoucher à la maison. D'accord. C'est Peut-être souvent que le cas, hein? c'était, et ouais, en fait, je pense que c'était mon formatage de Mmh. l'hôpital et je pensais que tous les accouchements se passaient en structure. Et donc, j'étais pas sûre, je savais que ça se faisait avant, à une autre époque, mais Oui, je pensais pas qu'à notre époque, ça se faisait toujours. d'accord. Euh, et donc, dans ma tête, je savais pas comment ça aurait pu être possible à ce moment-là d'accoucher dans l'eau. Mais et c'est pour ça que j'ai posé la question, est-ce que c'est possible? Si c'est possible, comment ça peut se faire? Est-ce qu'il y a des structures qui peuvent le proposer? Ou est-ce que souvent on te parle des maisons de naissance ou des choses comme ça?
ou même, enfin, à ce moment-là, je savais pas que ça existait d'accoucher à la maison, mais si j'avais su ou si on en avait parlé, peut-être que l'idée aurait déjà commencé à germer dans ma tête. Mmh. Parce que bah, déjà, j'habite pas très très loin de la maternité, donc en soi, ça m- ça m'aurait peut-être pas fait peur en termes de distance s'il y a quoi que ce soit. Je sais que on Mmh. est transféré, machin, tu vois. Mais c'est vrai que voilà, c'était pas très clair dans ma tête. Je savais que j'aurais bien aimé accoucher dans l'eau, mais je savais pas comment ça. Enfin, voilà. Comme je connaissais personne qui avait accouché dans l'eau, donc je savais même pas si c'était véritablement possible. Donc c'est pour ça que quand la sage-femme m'a dit non, c'est pas possible, j'ai pas cherché à comprendre. Je me suis dit bon, mais c'est bien ce qui me semblait. Que c'est Ouais. pas possible. C'est plus dans l'imaginaire, dans les films ou dans je sais pas quoi. Tu vois, fleur bleue, on accouche dans l'eau. Mais non, ça n'existe plus à Surtout notre que, époque, ça se fait plus. je précise pour, celles qui ne le savent pas encore, quand on accouche dans une baignoire, dans une structure, en fait, c'est pendant le travail qu'on peut aller dans la baignoire s'il y en a une, et c'est une baignoire dans laquelle on ne peut pas accoucher, enfin le bébé ne peut pas naître dans l'eau. Voilà, ça c'est vraiment 2 choses différentes. Faire une partie du travail dans l'eau, ça peut être toléré selon les structures, et moi, comme je l'explique, dans mon accompagnement et comme je le dis dans le livre, qui ai testé les 2, ça n'a rien à voir. Une baignoire en structure hospitalière, elle est rigide, ce sont des coques avec, des espèces d'assises pré-moulées dedans, comme un peu des jacuzzis. C'est très sympa quand on veut faire du spa, mais quand on est enceinte, c'est très inconfortable, et puis en plus, ça nous oblige à nous mettre dans une position particulière. On n'est pas du tout confortable. Parce que j'ai que des témoignages de mamans qui ont pas, ça a pas été, une expérience, extraordinaire, ces baignoires-là. Moi aussi à l'époque, bah, j'avais pour ma première fille, il y a bien longtemps, j'avais pas du tout apprécié, et je m'étais dit: «Ah bah, finalement, c'était pas si bien que ça d'être dans l'eau», alors que ça n'avait rien à voir avec l'eau, c'était vraiment lié à la, forme, de la piscine. Mais du coup, comment tu t'es préparée? C'était avec cette sage-femme-là que tu avais fait de la préparation? Tu peux nous expliquer en quelques Oui. mots? Bah, du coup, moi, le cabinet, c'était sur un cabinet libéral, donc rien à voir avec la structure où j'ai accouché. J'ai fait les premières séances de préparation, donc classique, hein. On arrive en groupe et puis elles font des cours, donc il y avait des cours sur à peu près. Je pense que c'est assez classique, l'allaitement. Alors que ça, moi, j'avais trouvé ça assez abstrait finalement euh, enfin, je suis pas certaine que ce soit le plus efficace en termes de préparation, mais bon, après, on peut pas refaire le monde, mais bon. Et donc en fait voilà, on avait fait le suivi ensemble, et puis après les 2 derniers rendez-vous, je crois, ça se passe à la maternité où tu t'inscris. Et voilà, et donc j'avais fait mes 2 rendez-vous, et je sais pas OK. si ça répond à ta question, si j'ai répondu à côté Oui, ou si oui, c'était c'est ça. ça. Bon, souvent on me dit la même chose, hein, c'est les parents se souviennent même pas après coup ce qu'ils ont C'est appris, parce ça. que des Je fois il suis y a même les pas capable de te dire, voilà, je sais qu'il y avait un module sur l'accouchement, oui, et sur l'allaitement, mais voilà, sur les 7 cours ou les 6 cours, je sais plus en vérité, ce qu'on a vu, tu ouais. vois? Bon, alors du coup, pour ta première fille, quand tu as eu, tes premières contractions, tu m'avais dit: «Bah, dès que j'ai eu les contractions, je suis partie à l'hôpital parce que pour moi, c'était là où il fallait que j'aille, en fait, dans ma perception des choses». C'est Beh, ça? c'est vrai que, étant donné que j'avais aucune notion de finalement, en fait, vu que dans ma tête, il fallait accoucher à l'hôpital, l'idée c'était, bah, dès que ça commence, il faut vite aller à l'hôpital. Et voilà, j'avais aucune notion de qu'est-ce qu'on peut faire à la maison, quelle mobilisation je peux faire pour le début du travail. Voilà, j'avais vraiment. Pourtant, je crois qu'on nous l'avait dit pendant la préparation, de nous dire que pour des premiers, il n'y a pas besoin de se précipiter. Mais tu vois, c'est toujours, enfin, ça suffit pas comme info de nous dire ça parce qu'on a tellement peur, surtout quand c'est ton premier, d'y aller trop tard, parce qu'on entend aussi des histoires de femmes qui accouchent sur le parvis de l'hôpital ou dans leur voiture. Alors, même si quand c'est ton premier, tu sais que ça peut durer un peu plus longtemps qu'un deuxième, un troisième, etc. Mais disons que dès que j'ai commencé à avoir des contractions, je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que je fais à la maison? J'ai rien à faire, je sais pas quoi faire. Donc je perds mon temps là, ça sert à rien. Tant qu'à Ouais. faire, bah, je vais à l'hôpital. Et c'est ce que j'ai fait. Et donc, je crois que je sais plus si c'est une ou 2 fois que j'y suis allée pour rien et que du coup, on nous a dit, bah, rentrez chez vous. Il n'y a pas de dilatation, c'est des contractions de faux travail ou, enfin, c'est pas.
Voilà, donc je crois que la première fois où je suis allée à l'hôpital et où c'était des fausses contractions, ça devait être le mardi. Et j'ai accouché le vendredi dans la journée. Donc, je suis retournée en fait le jeudi soir puisque j'ai recommencé à avoir les contractions de début de travail. Et encore, quand je suis retournée le jeudi soir, en fait, la seule chose que je pensais que je pouvais faire, c'était juste surveiller, noter sur un papier mes contractions, combien de temps elles durent. Bon, même si aujourd'hui il y a des applications pour ça, c'est beaucoup plus pratique, mais à l'époque j'avais fait ça sur le papier, histoire de vérifier si elles étaient régulières, de me dire bon bah ok maintenant c'est régulier, toutes les 5 minutes je vais à l'hôpital. Et en fait, même avec cette notion-là, ça suffisait pas parce que je suis arrivée à l'hôpital, j'avais pas dilaté, il s'était rien passé. Et donc, il m'avait fait marcher, 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 marcher. J'avais monté beaucoup d'escaliers aussi. Et au Bon, il y a un final, ça moment avait donné, ils t'ont com... quand même gardé, justement. Ben, je pense que je pense qu'au début ils m'ont gardé ouais parce que ça avait commencé un peu à dilater et que j'étais déjà venue une première fois. Mmh. Donc ils ont dit bon allez on vous garde. Mais je pense qu'ils auraient même pu me dire non, madame. Oui. Peut-être même que parce que je suis infirmière et de la boîte, ils m'ont dit bon, allez, ça va, on te met allez, va dans le box là et tu fais ton pré-travail tranquille. Et quand ce sera le moment, tu passeras en salle d'accouchement. Parce que j'ai passé la nuit, du coup, à faire mes petits allers-retours dans cette petite pièce là, ce petit box. C'est très inconfortable. Enfin, Mmh. voilà, il n'y a rien de très, très. C'était nul, quoi. Ah ben C'est c'est sûr que pas. c'est pas, l'ambiance, de la maison et en plus, toi, c'était alors tu travaillais pas dans la maternité en tant que telle, mais c'était quand même tu travaillais dans ce CHU, Ouais. donc tu t'étais dit: «Bah, au moins là, je me sens en sécurité». Mais une fois qu'on est dedans, et puis qu'on est admis et qu'on commence à gérer ses contractions à l'hôpital, on ressort plus, hein, d'une certaine façon, Mm. enfin, on ressort plus avant la naissance, enfin, on Oui. ressort, mais après avec son bébé. Donc toi, comment ça s'est passé? Parce que, tu m'avais parlé d'un changement de rythme dans ton accouchement à partir du moment où tu étais, je crois, d'après, ma mémoire, à 4 centimètres à peu près de dilatation et que tu as demandé la péridurale. Est-ce que tu te souviens, tu tu te positionnais comment par rapport à la péridurale? C'était quelque chose que tu avais envie d'avoir, comment ça s'est passé, en fait? Alors, c'est une très bonne question. C'est vrai que la péridurale, alors dans ma tête à la base, j'aurais bien aimé, je pense, mais j'ai jamais trop osé le dire, ne pas prendre la péridurale. Tout simplement parce que pour avoir vu des postes de péridurale, ouais, l'aiguille dans le dos, j'avais pas trop envie. Je crains pas les piqûres, hein, y a pas de souci. Quand je vais au labo, je me fais piquer au regard, vraiment, je tombe pas de l'œil, y a pas de souci. Il y a quand même des infirmiers qui n'aiment pas C'est se faire dingue. piquer, tu vois. Oh non, mais y a pas, ça veut rien dire. Non, moi, franchement, j'ai pas de peur par rapport à ça. Mais c'est vrai quand même que le dos, la colonne vertébrale, la longue aiguille, bon, j'avais pas trop, tu vois, voilà. Mais finalement, moi, j'avais très peu, pour ma première, j'avais très peu de, enfin, c'est comme ça que je l'ai ressenti, j'avais très peu dans mon environnement de mixité, on va dire, de témoignages, finalement. Tout le Mmh. monde, alors déjà, moi, ma génération, mes cousins, je crois qu'à ce moment-là, j'étais la seule, la première de mes cousins et cousines à être enceinte, donc je pouvais pas forcément me tourner vers une cousine ou pour en discuter. J'en avais qui étaient un peu plus âgés, qui avaient bien 10 ans de plus. Et donc, en fait, quand on en parlait, bah, le discours, moi je disais, bah, je sais pas, la péridurale, je sais pas si je la prends, si je la prends pas. J'aimerais bien peut-être attendre avant de la prendre. Et en fait, tout le discours que j'ai entendu de la part de toutes les femmes qui avaient accouché, c'était ah mais non, aujourd'hui on n'est plus obligé de souffrir, franchement c'est Mmh. ridicule, prends la péridurale, écoute-moi, moi quand j'ai eu la péridurale, mon Dieu, mais c'était voilà, voilà. Et donc et le seul qui me disait non, ne prends pas la péridurale, c'était mon père, donc un homme, tu vois. Donc c'est vrai qu'en termes de crédibilité, finalement, tout le monde, quand lui, il essayait de dire mais non, parce que ma mère, en fait, pour moi, elle avait accouché sans péridurale. Donc mon père, moi je suis l'aînée de ma fratrie, et mon père a eu une expérience de l'accouchement pour ma naissance différente de celle de ma sœur et de mon frère. Et pour lui, il disait le plus bel accouchement, ça a été, enfin le plus bel accouchement, enfin l'accouchement, ouais pour lui, il y avait une vraie différence et c'était un plus que ma mère ait accouché sans péridurale par rapport à l'accouchement de mon frère et ma sœur.
Donc lui, il tenait vraiment le discours de moi vraiment, je serais toi, je prendrais pas la péridurale, machin, tout ça. Et en fait, tout le monde lui est tombé dessus en lui disant mais qu'est-ce que tu racontes c'est pas toi qui accouches, tu sais même, enfin, tu sais même pas. Non, 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 écoute, n'écoute pas. Lui, c'est facile, c'est un homme, tu vois. C'est facile pour lui de dire ne prends pas la péridurale. Écoute-nous à nous les femmes. Franchement, te pose pas de questions, prends la péridurale dès que tu peux. Je prends la péridurale. Donc c'est vrai que j'avais aussi ce biais, je pense, où je m'étais dit bon, j'étais pas trop chaude à la base, mais si tout le monde me dit qu'il faut prendre la péridurale, bah, prenons la péridurale. Et c'est vrai qu'en fait, moi n'ayant pas l'expérience de la maternité, je connaissais pas les protocoles en fait par rapport à cette péridurale. Je j'avais pas du tout notion de ce que ça impliquait en termes de médication quand tu me prends une péridurale. Aujourd'hui, je le sais parce que suite à cet accouchement, j'ai fait beaucoup de recherches et c'est pour ça que mon deuxième accouchement est complètement différent de mon premier accouchement. Mais c'est vrai que, tu vois, normalement, les patients, on est censé avoir une information libre et éclairée, comme on dit. Enfin, nous, je sais qu'à l'école d'infirmier, on nous a mis une tête comme ça, avec l'information libre et éclairée du patient, etc., le droit du patient, tu vois. Et en fait, C'est joli dans les livres, hein. c'est joli dans les C'est sûr, livres et c'est dans la très beau en formation, théorie. c'est ça. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment ça en pratique qui se passe, parce que tu vois, regarde, en tant qu'infirmière, j'avais même pas la notion que ben, quand tu prends une péridurale, dans 2 cas pour 3, tu es sous ocytocine et que derrière, Mmh. enfin, ça remplace du coup, ça vient saturer tes récepteurs utérins d'ocytocine de synthèse et donc ça vient chanter toute la chorégraphie, toute la danse hormonale qui se passe quand tu dois accoucher. Enfin, bon, bref. Donc c'est vrai que pour moi, finalement, tout le monde me disait prends la péridurale. Pour moi, la péridurale, c'était juste, bah, tu prends que la péridurale en fait. Et j'avais pas du tout notion que ça allait ouvrir, comme des fois tu le dis, la cascade ou le toboggan L'effet toboggan, oui, oui. voilà, l'effet toboggan. Donc c'est vrai que finalement, je me suis mise en travail à la maison, j'étais allée une première fois pour rien, ensuite il fallait que je marche, c'était long. Tu vois, j'avais un peu hâte quand même que ça avance. Et donc, il y a aussi ce truc du chiffre, t'attends on te dit c'est à partir de 4 qu'on te pose la péridurale. Donc tu te languis en fait d'être à 4 pour avoir la péridurale parce que ben, Mmh. c'est aussi dans l'ordre des choses et ça veut dire que ça avance et ça veut dire que ben, une fois que tu as la péridurale, tu avances dans le travail, ça veut dire que tu vas bientôt voir ton bébé, ça veut dire que tu vas bientôt accoucher. Donc c'était plus, tu vois, je pense que j'avais plus une représentation. En fait, c'était les seuls repères que j'avais pour me dire mon accouchement avance et ça va me rapprocher de l'accouchement et de la rencontre avec mon bébé. Et c'est Mmh. dommage parce qu'en fait, bah, aujourd'hui, je sais que c'est, enfin, on peut avoir d'autres repères. Et ça, pour le coup, c'est pas ce qui est abordé en préparation classique à la naissance. Mmh. Mais Moi, alors pour du ma coup, toi, deuxième, quand tu gérais tes contractions là, avant, ouais. c'est toi qui as demandé cette péridurale. Comment ça s'est passé, en fait? Bah, en fait, j'étais dans la salle de quand donc la veille, je commence à avoir des contractions, je marche, tout ça. Quand je reviens, ils me disent bon, vous êtes dilaté à 1, alors on va regarder. Donc je vais dans la salle toute la nuit, je fais les 100 pas dans cette petite salle, comme je te disais. Ils me portent un ballon pour aider, voilà, ils me disent de faire des 8 pour aider à faire dilater. Mon mec était KO, donc lui, il s'est allongé sur le lit. Il y avait un petit lit médicalisé, enfin c'était pas un vrai lit médicalisé, mais une petite table, on va dire. Donc lui, il s'est mis à dormir. Donc pour le coup, en plus, c'était même pas parce que pour le coup, moi, je savais pas ce qu'on pouvait faire de plus. Et lui, bon, bah, pour lui, il avait rien à faire en fait, hein. Pareil, Donc oui. bah, qu'est-ce qu'il va faire? C'est la nuit, bah, je dors comme ça. On verra demain, il fera jour et je serai en forme quoi. Donc finalement, j'étais quand même assez seule, même s'il était là, mais j'étais quand même assez seule à voilà, à attendre que ça avance. Et donc, au petit matin, quand la sage-femme est arrivée, elle m'a auscultée et je crois que j'étais à 4. Donc, elle m'a dit, voilà, vous êtes à 4, on peut vous proposer la péridurale. Est-ce que vous voulez la péridurale? Bah, donc, j'ai dit oui, parce que pour moi, c'était une étape qui allait me rapprocher de mon bébé, tu vois. D'accord, C'était ça OK. l'idée. Donc, je me suis dit oui, oui, c'est parti pour la péridurale. Alors, la sage-femme, c'était 7 heures du matin quand elle est venue prendre sa journée. Mais en fait, je pense que par rapport à l'organisation du service, tout ça, en fait, l'infirmier, n'importe quoi, l'anesthésiste qui devait poser la péri n'est arrivé qu'à 11 heures. Donc j'ai eu la péri un peu plus tard finalement que ce que m'avait dit la sage-femme, puisque bah, elle écoutait,
il allait arriver dans la demi-heure, quoi. Mmh. Donc je sais pas combien, finalement, je sais pas si j'avais encore dilaté, si j'étais toujours à 4 ou si j'avais un peu plus quand ils m'ont posé la péri, je sais pas, Mmh. je me rappelle plus. Et donc, une Ça a fois que été j'ai eu la péri, à partir de j'étais sur le lit, quoi. que, tu m'as dit, c'est à partir de là que, voilà, j'ai pas du tout supporté le Et ben ouais. là, c'est là que ça commence, en fait, ton effet Ouais. toboggan. Mais en fait, je savais pas du tout que j'allais réagir. Enfin, tu sais, quand t'es habitué aussi à donner des médicaments à tout le monde, finalement. Et puis surtout en termes d'urgence, moi, les gens à qui j'administrais des médicaments, c'était des gens finalement qui étaient dans le coma, dans des comas Oui, artificiels. c'est ça. Donc t'as pas vraiment la perception des effets indésirables, Ah non, non, tu bah, vois. là, c'est sûr que Et ça peut être quand que du bénef, voilà. hein. Ouais. Et donc en fait, quand t'accouches, enfin, s'il y a des effets indésirables, des effets secondaires que tu vis, bah y a rien qui vient masquer, quoi. Et j'avais pas du tout notion que je pouvais avoir mal vivre la péridurale, en fait. Oui, alors toi, ça t'a fait carrément des chutes de tension, tu m'as dit des nausées, carrément des convulsions? Alors pas des convulsions. À un moment donné, il y a eu quand on avançait plus dans le travail, il y a eu des petits troubles du rythme. Mais tu vois, alors à ce moment-là, moi, j'étais plus dans un état très conscient. Donc, il me semble je crois que moi, j'avais fait je sais plus si c'était un petit truc cardiaque, un petit truc pas grave, mais une variation du rythme qui n'avait pas enchanté les médecins. Pas Euh, grave, je rappelle quand même que tu es en train de donner la vie. Alors pas grave, peut-être par rapport à ce que tu récupérais comme accident de la route quand tu étais, en service. Néanmoins, c'est quand même le fait que tu as eu des chutes de tension, tu m'as dit que tu t'es carrément vue à 6, ouais, puisque tout est monitoré, donc tu oui, voyais, ouais, et des nausées et c'est surtout ça, en fait. C'est à partir de là que ça a été le grain de sable parce qu'il a fallu, entre guillemets, après traiter les nausées. mm, C'est ça l'effet toboggan, en fait, hein, pour ceux qui ouais, savent pas, hein. C'est, les effets iatrogènes, enfin le fait qu'on donne une substance qui crée un effet. Donc là, pour toi, ça a été, clairement les nausées, chute de tension et vomissement nausées. surtout. Les, Vomissements? les nausées, les nausées, en fait, j'aurais pu gérer. C'était Ah, pas un tu problème. vomissais C'était en vraiment plus, les. hein? Ah oui, oui, complètement, c'était Ah, ça. j'avais pas noté en En plus. fait, ouais, en fait, alors, quelque part, je sais que j'ai un métabolisme. Moi, j'ai un métabolisme très rapide. Je réagis très bien aux moindres doses de tout et n'importe quoi. Donc, il n'y a pas besoin de me donner des doses de cheval pour que mon corps réagisse. Ça, je le savais. Euh, j'ai aussi, enfin, tu vois, bon là, ça se voit pas, mais je suis quand même une ligne assez fine, on va dire. J'ai pas beaucoup de masse graisseuse ou de réserve. Tu sais, parfois, la masse vient aussi, c'est un peu comme pour l'alcool, tu vois, finalement, Mmh. quelqu'un qui a un peu plus de masse graisseuse va mieux éponger, on va dire, et va mieux vivre des doses d'alcool que la personne qui est toute gringalette, machin. Donc, c'est vrai que, en fait, dès qu'on m'a mis la péridurale, la moindre dose, donc la péridurale, j'avais, me semble-t-il, un dosage continu et la pompe que je pouvais utiliser si, malgré le dosage continu, j'avais quand même mal et que j'avais besoin de plus de soutien par rapport à la douleur. Et en fait, dès qu'on m'a mis la péridurale, très rapidement, dès que le produit est passé dans mon corps, j'ai commencé à faire à faire des grosses chutes de tension, des chutes de tension en fait qui nécessitaient déjà euh, l'intervention d'un autre médicament. Donc dans le jargon, on appelle ça de l'éphédrine. C'est un médicament d'urgence qu'on donne pour les personnes qui ont des grosses chutes de tension. Donc moi, je connaissais ce médicament, je l'avais utilisé plein de fois dans le cadre de mon activité de réa. Et donc en fait, finalement, quasiment à chaque dose que j'avais de péridurale, derrière, il fallait m'injecter de l'éphédrine, enfin tu vois, pour essayer à chaque fois de. De Donc compenser. voilà, donc je dis à l'anesthésiste qui était une personne avec qui j'avais travaillé d'ailleurs en réa, je lui dis écoute, tu peux pas me baisser le dosage parce que enfin, enfin, là, j'ai l'impression qu'on n'en sort pas. J'ai l'impression que c'est le serpent qui se mord la queue, tu vois. Et donc elle baisse dans un premier temps les dosages et je lui redemande encore, je lui dis écoute, je suis désolée, mais à chaque fois, pareil, dès que j'utilise la pompe, alors la pompe, je l'ai quasiment pas utilisée du coup.
Et je lui dis, écoute, je peux pas quand même encore me baisser parce que je sens que là, j'ai encore des nausées, vomissements, reflux de tension, re-éphédrine, machin. Je peux pas encore baisser, je pense que c'est trop fort pour moi. Et elle m'a dit, écoute, en fait, là, je peux pas baisser plus parce que si je baisse, j'éteins la pompe. Donc, en fait, je suis au minimum, je peux pas faire moins. Je peux pas faire moins que ça. Donc, je me suis dit, bon, bah, ok. Parce que tu l'éteins pas, en fait, la pompe. Une fois qu'on t'a posé une péri, enfin, Ouais, tu vois, on n'enlève pas le truc. Même si on garde un minimum, on ouais, n'enlève pas. ouais. Ça reste quand même de l'anesthésie. Donc, je n'ai plus utilisé la pompe en me disant, bon, bah, je laisse le produit. Sauf qu'en fait, j'avais ces nausées, chute de tension, vomissements, mais j'avais pas encore l'effet antalgique. C'est-à-dire que j'avais toujours mal, je sentais toujours mes contractions, j'avais toujours, ouais, j'avais toujours mal de mes contractions, et d'autant plus que quand tu es sous anesthésie, bah, tu es alité, tu peux pas te Mmh. mettre dans une position antalgique, tu peux pas te lever, tu peux pas te mobiliser, tu peux pas aller faire pipi, tu peux pas boire, tu peux plus manger. Donc finalement, les conditions étaient quand même assez. Finalement, j'avais tout le plus dur du package, puisque je Que pouvais les pas. effets Ouais, indésirables et pas ouais, le bénéfice de voilà, qu'on cherche de avec une l'antidouleur. péridurale. Voilà. Et en plus de ça, je me prenais du coup des médicaments en plus pour essayer de pallier au fait que le peu de péridurale que j'avais faisait que je tombais à 7, 6 de tension, tu vois. Et, et donc, bah, j'ai pris sur moi. Je suis restée allongée sur mon lit et en fait, à chaque contraction, je tremblais de tout mon corps euh, parce que je pense que la douleur était importante et que je pouvais rien faire physiologiquement en tout cas pour mieux vivre ça. Et Je crois que arrive, c'est pour ouais. ça que j'avais noté, Julie, que tu avais fait des convulsions, en fait. Ben, je sais pas si ça en était, parce que je crois que les convulsions, il y a vraiment, enfin, il me C'est semble qu'il y a une ça, notion neuro derrière. Là, il y avait c'est pas ça. de, En voilà, fait, c'est ça. C'était pas des vraies convulsions, mais voilà. tu tremblais de ouais, parce Mm, que tu étais coincée, en fait, dans une situation où tu c'est savais ça. plus comment gérer autrement. Ah, je tremblais des pieds à la tête, hein, comme si j'étais en hypothermie. Ouais, C'était ouais. vraiment. Oui, oui, oui. Je me souviens que c'était assez frappant, hein, dans ton vocal que tu m'avais laissé. Moi, je demande toujours aux mamans de me laisser un vocal pour me raconter les histoires et je prends des notes comme ça et je t'imaginais, ça m'a vraiment, marqué cette image que j'ai pu me faire, hein. Après, c'était dans mon imaginaire, mais comme tu as accouché de ta deuxième fille, après d'une façon complètement différente, tu viendras peut-être témoigner un jour, raconter l'histoire parce qu'il y a Avec énormément plaisir. d'histoires positives aussi. Ouais. Tu vois la différence de gérer les contractions, ça n'a rien à voir. C'est tellement une autre image de la femme, non? Ah, ça n'a rien à voir. Non, 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 rien à voir. La mobilisation, ça joue beaucoup. Mais oui. Connaître les positions qui font que le travail avance mieux, euh, ça fait toute la différence. Et c'est vrai que la Mmh. physiologie, quand on veut accoucher de façon physiologique, on n'est pas du tout, quoi. Donc forcément, comment tu veux faire, Mmh enfin, mh. c'est pas la première fois qu'on va le dire, mais comment faire descendre un enfant dans ton bassin en étant, Eh oui. tu vois, en position horizontale, bah, moi, comme je dis, j'ai déjà eu des petites opérations, des trucs où j'ai été alitée, où je pouvais pas me lever pour aller aux toilettes, par exemple. Et j'ai jamais réussi, par exemple, à faire mes besoins dans le lit. Tu sais, souvent, on te met le Mmh. bassin, on te dit, bah voilà, si tu veux faire pipi ou si tu as besoin d'aller à la selle, on te met le bassin. J'ai jamais réussi. Jamais. Et du coup, je me dis, t'imagines comment, enfin, on nous en demande beaucoup finalement, si ne serait-ce que pour faire des besoins, parce que c'est pas le même effort de faire pipi que de faire sortir un bébé de ton corps, hein, on va parler un peu. Donc si déjà j'arrive pas à faire pipi Mmh. dans un bassin en étant allongée, mais c'est quoi la logique? Comment je peux faire sortir un enfant de mon corps, quoi? Alors ça Ah se non, fait, non, mais hein, c'est ça se fait tous les jours, mais à quel prix? donc du coup, toi, Julie, tu t'es retrouvée avec, un nouveau médicament et ça, alors, c'était le début, du cauchemar. Ouais. Heu, Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé à ce moment-là? Alors comme je le disais, je n'ai plus utilisé la pompe de la péridurale. Et donc les douleurs, forcément, ont gagné en intensité au fur et à mesure de l'avancée du travail. Et finalement, j'en arrive à un point où c'était vraiment trop difficile à gérer vers la fin du travail. Je sais plus à combien j'étais dilatée, mais c'était sur la fin. Et donc, je sais plus si c'est la sage-femme qui me voit trembler pendant mes contractions et qui me dit non mais enfin, tu utilises la pompe, tu utilises pas la pompe, et je lui dis non, j'utilise pas. Et effectivement, elle regarde parce que tu sais, tout est répertorié sur la cassette
de la péridurale et elle regarde, elle me dit mais t'as pas utilisé la pompe une seule fois depuis plusieurs heures, tu fais quoi là? Elle me dit en plus tu sais bien en tant qu'infirmière qu'il faut pas laisser la douleur s'installer, que il faut entretenir le dosage. Donc là, écoute, elle me dit je t'appuie sur la pompe et en fait forcément elle appuie sur la pompe, mais le produit je l'ai pas tout de suite parce que puis le temps qu'ils viennent et que ça fasse, enfin bref c'était pas suffisant. Donc elle avait vraiment très mal. Et donc elle appelle, elle dit bon je vais appeler l'infirmière anesthésiste pour qu'il vienne et qu'il te soulage parce que là du coup ça sert à rien d'avoir cliqué sur la pompe, surtout qu'il y a des paramétrages, tu peux pas appuyer deux trois fois d'affilée. Enfin Mmh. tu peux Oui, le oui, faire, mais la cassette elle va te délivrer qu'une seule dose. Il y a un oui. temps, un intervalle à respecter avant plusieurs minutes avant qu'elle te redélivre pour éviter donc les surdosages, etc., etc. Donc j'avais eu qu'une dose et c'était pas du tout suffisant, on est bien d'accord. Et donc finalement, pour m'éviter de fatiguer, tout ça, elle appelle l'infirmière anesthésiste. Et elle, en même temps, elle est sur une urgence. Donc en fait, elle sort de mon box, elle peut plus rester avec moi. Et elle va faire un accouchement à côté. Et en fait, ah oui, elle venait de m'ausculter, j'étais dilatée à 10. Donc elle m'avait dit, bah on va se mettre en travail, mais par contre là, tu vas trop fatiguer par rapport, enfin je te vois trembler là, c'est pas possible. Je vais dire à l'infirmière anesthésiste qui vient et qui te débloque un peu de produits pour pouvoir faire un accouchement dans de bonnes conditions. Et là, malheureusement, elle doit partir. Quand elle sort, elle revient pas tout de suite. Elle part environ 1 heure pour faire son accouchement dans une autre box. Et donc moi, pendant ce temps, l'infirmière anesthésiste arrive et et en fait, bah, donc il pousse du produit manuellement. Alors je sais pas s'il en a trop poussé ou si de toute façon il en a pas poussé beaucoup, mais que mon corps a réagi comme il le faisait depuis le début de la pause de la péri. Et donc j'ai revu des nausées, vomissements, chute de tension, etc., etc. Un peu plus intense puisque du coup j'avais eu des produits en plus. Et donc là, je lui dis, écoutez, parce qu'en plus donc j'étais allongée, donc tu vois, vomir en position allongée. Enfin, je m'imaginais, mon Dieu, si j'accouche comme ça, allongée, vomir, je vais inhaler, je l'imaginais mourir ou tu vois, Mmh. Mmh. et ou finir en réa chez mes collègues. Et donc je lui dis, écoutez, vous pouvez pas me donner quelque chose là pour les vomissements parce que la sage-femme m'a dit que j'étais dilatée à 10, on va bientôt faire l'accouchement et je me sens pas de vomir pendant que j'accouche, quoi. Et il me dit, bah, pas de souci, bouge pas, je reviens. Et en fait, quand il revient, il arrive avec une ampoule de Droleptan. Alors, ça va peut-être parler à personne, enfin, sauf peut-être les soignants qui ont regardé cette vidéo. Alors, en fait, juste pour faire le parallèle, pour que ça soit plus parlant, tu vois, quand t'as mal à la tête, généralement, tu prends un Doliprane. Tu prends du paracétamol. Quand tu es à l'hôpital, même t'as mal à la tête, on te donne du paracétamol. Ben, c'est comme si là, au lieu de me donner du paracétamol, il m'avait direct donné de la morphine. Tu Mmh. vois. Mmh. Donc, le Droleptin, moi, la scène alors, la scène s'est passée assez vite. Et en plus, c'était un infirmier qui était, comment dire, j'ai pas envie de critiquer ou quoi, mais euh, j'étais un peu impressionnée par sa façon d'être. Parce que dès qu'il est arrivé, il a commencé un peu à critiquer ses autres collègues à qui il avait pris la relève en disant qu'il travaillait pas bien, que lui travaillait mieux que les autres, qu'il avait formé tout l'hôpital, etc., etc. Donc en fait, j'avais été un peu impressionnée par son espèce Mmh. je pense qu'il avait beaucoup confiance en lui. Il y en a Et dans chaque service voilà, des zozos dans ce genre. voilà. Et c'est vrai que moi, je me suis dit, bon, aujourd'hui, Jus, t'es pas soignante, t'es pas infirmière, aujourd'hui, t'es la patiente. Donc, bah, tu restes à ta place de patiente. Ça me semble fou de dire ça pour mon accouchement, tu vois, mais bon, c'est Bah, pas oui. grave. Donc, je me dis, tu restes à ta place et puis tu te laisses faire, quoi. Et donc, il arrive avec son ampoule de Droleptan, et en même temps qu'il arrive et qu'il m'explique qu'il m'injecte du Droleptan, il casse l'ampoule et il me l'injecte en intraveineux direct. Et moi, sur le coup, j'ose pas en fait lui dire mais comment, pourquoi parce que moi je connaissais ce médicament, c'est un médicament que généralement c'est un médicament en fait qu'on met dans les poches à morphine justement parce que la morphine ça peut donner comme effet secondaire des nausées, vomissements. Donc pour anticiper ça, dans la poche à morphine, en plus on On fait une rajoute du petite tambouille. Droleptan. Comme Voilà, j'appelle ça, mais la c'est tambouille, moi, dilué, tu tu vois? vois. Voilà, c'est protocolé, tu vois, Oui. mais c'est dilué.
Moi, j'avais jamais injecté une ampoule en intraveineux direct de Dorlept, hein, je l'avais jamais vu faire, je l'avais jamais fait. Généralement, on donne du Zofren, du Primperin, des choses un peu plus classiques, quoi. Un peu comme, je te dis, le paracétamol, tu vois, dans la catégorie. Et donc là, je suis un peu étonnée, mais j'ose pas le dire et ça va tellement vite, il me l'injecte. Et en fait, une fois qu'il me l'a injecté, je me suis dit, bon, bah, c'est injecté, ça y est, c'est dans mes veines. Et en Mmh. fait, et ben, ça m'a complètement floutée parce que je pense encore une fois que mon métabolisme étant très réactif, dans le quart d'heure qui a suivi, je j'ouvrais plus les yeux, je pouvais plus parler, je pouvais plus bouger. J'entendais en fait tout ce qui se passait. J'avais pas perdu conscience, quoi. J'avais pas perdu connaissance. J'entendais tout ce qui se passait. Mais c'est comme si on m'avait mis les connexions neuronales avec mon corps en off. Bah, c'est Voilà. quand même un Donc, neuroleptique, qui est utilisé en psychiatrie pour les cas de démence. alors moi je l'ai jamais utilisé en psychiatrie quand j'avais fait mes stages infirmiers. Mais je crois que oui, il a des propriétés neuroleptiques. C'est un Mmh. médicament. Mmh. Alors, dans le Vidal, parce que sur le coup, tu vois, après coup, quand je suis rentrée chez moi, je me suis dit, mais il a pas fait une erreur peut-être de m'injecter ce médicament en intraveineux direct, vu que moi je l'avais jamais vu faire. Donc, je suis allée chercher dans le Vidal si c'était répertorié qu'on pouvait l'injecter en intraveineux direct. Et effectivement, sur le Vidal, il y a marqué qu'on peut l'injecter en intraveineux direct. Mais je l'ai jamais vu faire. Dans la pratique, je l'ai jamais vu faire. Et, euh, et après, sur le coup, je me suis dit, bon, lui, il est infirmier anesthésiste, moi, je suis que infirmière. Donc lui, il a une formation en plus que moi, j'ai pas, donc il sait ce qu'il fait. S'il fait ça, c'est qu'il estime que c'est bien. Et Bah, non. malheureusement, ça a été là le début des Mmh mh. problématiques. Mmh. Parce que ce qui s'est passé, c'est que donc il m'a injecté ce Drolaptan. Après, il est parti, il a rendu sa relève et il a quitté l'hôpital. Il a passé le relais à quelqu'un d'autre. Et en fait, personne n'a su qui Ce que m'avait tu avais injecté du reçu. Drolaptan. Voilà. La sage-femme savait que l'infirmière anesthésiste m'avait donné un médicament pour la nausée, mais elle, comme elle s'était absentée quasiment une heure, elle pensait qu'il m'avait donné du Zofren ou du Primperin, tu vois, un truc classique. Elle pensait pas du tout qu'il m'avait donné du Drolaptan, parce qu'encore une fois, si moi je l'ai pas vu en réa, je pense qu'en maternité, enfin, je sais pas, hein, peut-être que ça serait intéressant de savoir si ça se fait en maternité de façon plus habituelle, mais enfin, moi en réa, en tout cas, j'ai jamais utilisé comme ça. Et c'est Mais vrai alors, que, du coup, toi, avec ça, c'est que, tu t'es retrouvée un peu dans le même type de de vécu que les femmes à l'époque quand on parlait du twilight sleep, hein. Je ne sais pas si, ça te dit quelque chose dans l'histoire avant la péridurale. Ça s'appelle le sommeil crépusculaire. On shootait les femmes avec un mélange de médicaments. Elles sentaient tout, mais en fait, elles étaient plus là. Et ça me fait un peu penser quand tu m'as laissé ton témoignage, ça me fait un peu penser à cette partie de l'histoire où tu disais: «Il y avait mon corps, et mon esprit, ils étaient pas connectés, en fait». Donc ouais. tu voyais, tu entendais tout ce qui se passait dans la pièce, mais tu arrivais plus à réagir et à bouger, c'est ça, Mm. hein? Oui. Et puis en fait, ça a fait très peur, je pense, aux équipes. Mmh. La sage-femme en premier, parce qu'en fait, quand elle arrive, donc elle arrive au début en s'excusant de son retard parce qu'elle a été prise sur une urgence côté. Et alors dans un premier temps, en fait, quand elle arrive, ça c'est mon conjoint qui m'a expliqué la scène. euh, Elle avait du sang sur sa tenue, donc elle dit ah ça y est, j'ai été prise un peu plus longtemps que prévu à côté, je vais juste me changer et je reviens. Et là, mon conjoint lui dit d'accord, mais ne tardez pas trop parce que là, elle réagit plus. Et donc du coup, la sage-femme, enfin, il le dit, mais mon conjoint, il est pas soignant, tu vois. Donc je pense il lui a dit, mais sans trop l'alarmer. Donc elle va vite se changer, elle revient, euh, et en fait, il lui dit, ouais, là, enfin, elle répond plus, quoi. Et donc la sage-femme, elle s'approche et elle me dit, Julie, bah, serrez-moi la main, machin, ouvrez les yeux, nana. Bah, pas de réponse. Ah. Et là, en fait, elle se dit, mince, qu'est-ce qui se passe? Et, et très vite, en fait, on va dire que très vite, elle est allée chercher tous les médecins, médecins du bloc, médecins, enfin, de ce que mon conjoint m'a expliqué, c'est qu'il y avait une dizaine de médecins et autres dans la salle. Ils étaient en train de chercher, de comprendre, en fait, Pourquoi tu étais dans cet état, en pourquoi je fait? suis dans cet état-là. Et ils avaient peur que je fasse une complication. Je pense qu'ils pensaient à l'embolie amniotique, pour le Mmh. coup. Mmh. Et donc,
Donc c'était un peu le petit branle-bas de combat. Et moi, j'entends la scène, j'entends tout ce qui se passe, mais j'arrive pas à leur dire. Je sentais quand même, hein, j'entendais, je comprenais que le stress montait dans la pièce. Et à un moment donné, j'entends un médecin qui, donc, je crois que c'était celui qui était en train de me passer un coup d'écho pour voir si justement, enfin, pour essayer de voir s'il y avait pas, bon, bref, pas ce qu'il cherchait, mais, et donc j'entends à un moment donné que, enfin, je l'imagine se retourner vers la sage-femme en lui disant, bon, maintenant ça suffit, dites-nous vraiment ce qui s'est passé. Et la sage-femme leur dit, non, mais je vous ai tout dit, moi je suis partie faire un accouchement à côté, elle vomissait à cause de la péridurale, l'infirmier anesthésiste est venu, il lui a injecté du Zofren pour ses nausées, et quand je suis revenue, elle était comme ça. Et moi, j'entends ça, j'entends Zofren. Je sais très bien que j'ai pas eu du Zofren, j'ai eu du Drolebdan. Et donc là, je me suis dit, il faut vraiment que j'arrive à leur dire que c'est pas ça, parce que sinon, il va leur manquer une notion, quoi, Ah oui, ah tu oui. vois. Et j'arrive, je sais pas comment, à chuchoter le mot Drolebdan, quoi. Donc là, tout le monde s'arrête. Euh, je crois comprendre qu'ils sont pas très contents et qu'ils essayent de chercher l'infirmière anesthésiste qui n'était plus là. Donc ils vont en salle de staff pour essayer de réfléchir à qu'est-ce qu'on fait pas. Parce que moi pendant ce temps, ça faisait déjà plus d'une heure que j'étais dilatée à 10, que la petite avait commencé un peu à s'engager. Enfin tu vois, donc je pense que même la petite elle était pas bien non plus hein, dans son, Ah bah ça, c'est sûr, vu comment tu elle est vois. sortie après, enfin, on va en parler, hein, mais Ouais. ça passe quand même la barrière, placentaire, tout ça. Enfin, c'est pas non plus anodin, hein, toutes ces Et ben ça c'est un point sur lequel moi je suis persuadée hein, que ça passe. À partir du moment où tu m'injectes un truc dans le sang et que mon sang il va par le placenta au bébé, ça me semble évident. Après, voilà, encore une fois, moi, je suis que moi, je sais pas tout. Mais moi, ça me semblait évident que la petite aussi avait eu du Drolaptan. Et après coup, tout le monde m'a soutenu que non, 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 le Drolaptan ne passe pas la barrière placentaire. J'ai dit, mais comment c'est possible que ça passe pas la barrière imaginaire? Non, 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 parce qu'en fait, on va sûrement en parler, mais par rapport à la suite de l'accouchement et l'état dans lequel était ma fille, pour eux, il y avait aucun lien à faire avec le Drolaptan, tu vois? C'est mmh. non, 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 Oui, il y a non, n'en jamais parle aucun lien, pas. hein. Ouais, Ça, voilà, tu quand on vois? parle avec les personnes justement qui sont, bah, forcément sur, plutôt, une position médico-légale, il y a jamais aucun lien. Mais ça, on l'a vu, aussi ces dernières années, hein. Il y a de très fortes, coïncidences, hein, dans le monde. C'est fou, hein, quand même. N'empêche Mmh. que le Twilight Sleep dont je parlais tout à l'heure a été arrêté puisque au bout, de décennies d'anesthésie eh bien et de nombreux décès de femmes en couches, toi qui aimes, chercher, bah, regarde, moi j'ai écrit un livre, hein, qui D'accord. parle de ça. Eh bien, on a arrêté de le faire parce qu'on s'était rendu compte que ça créait évidemment beaucoup de soucis, mais en plus ça inhibait le réflexe respiratoire des bébés. Et c'est à partir de là qu'est venue la mode de mettre des, fessées aux bébés qui sortaient. On les prenait par les pieds, on leur mettait une fessée pour les secouer, pour qu'ils respirent parce que tout ce cocktail médicamenteux, les rendait complètement HS. Et ça ils ont fait, je ne sais pas combien de centaines de milliers, d'accouchements comme ça. Et les mouvements féministes, étaient évidemment le grand porte-parole, de cette, anesthésie puisque ça permettait aux femmes enfin d'accoucher sans souffrir. Et même la fameuse, porte-parole, de ce mouvement féministe bien connu est décédée en accouchant avec cette anesthésie, en 1955. Ça n'a pas empêché qu'on continue de le faire. Parce qu'il y avait une D'accord. telle demande, il y avait une telle mode. Ça a été vraiment là où, on a vu les mouvements massifs, vers les hôpitaux. Tout le monde voulait, son twilight sleep, mais les femmes qui étaient passées par là, après, on les reprenait pas à 2 fois, hein. Donc c'est pas le but maintenant de jeter la pierre à qui que ce soit, mais attention, attention. Moi, je prends toujours avec beaucoup de pincettes, les discours qui rassurent, les médicaments. On dit aux femmes enceintes de pas boire une coupe de champagne parce que c'est le drame. Mais par contre, on peut injecter en intraveineuse des neuroleptiques. Alors là, il y a aucun lien. On peut être Mmh. tranquille, allons-y gaiement. Bref, Exactement. il nous reste, pas beaucoup de temps parce que nous, on parle, on parle, on parle, on doit rester dans un format de 60 minutes, mais heu, moi, j'aimerais que tu nous racontes comment tu as fait parce que tu m'avais dit aussi: «Je voulais absolument accoucher par voie basse pour, que ma fille ait, un bon microbiote, Ouais.
pour qu'elle soit bien colonisée. On le sait, hein, le passage vaginal, c'est pas pour rien que la nature a prévu ça comme ça. Et puis, ensuite, il y a eu, évidemment une réanimation et cetera. Comment tu as fait pour, pour la suite de l'accouchement? Comment ça s'est passé? Ça a fini comment? Par voie basse? Par césarienne? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce qui s'est passé, c'est que donc ils partent tous en salle de staff pour voir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pas. Et c'était clair avec mon conjoint, on est tous les deux très sensibles à tout ce qui est, on va dire, la bonne santé microbiotique, faire attention à ce qu'on mange. Enfin, ça, c'est vraiment notre croyance que notre meilleur allié pour la santé, c'est plus le microbiote que le système immunitaire. Oui, le système immunitaire, oui, mais ça on le sait, mais le microbiote pour nous c'est ultra important. Et donc c'était pour nous presque inenvisageable d'accoucher par césarienne parce que on avait vraiment. Alors après, je sais qu'il y a des endroits où suite à une césarienne pour justement rattraper ce manque de colonisation bactérienne. Ils utilisent un écouvillon qu'ils mettent au Oui. niveau du vagin de la femme et qui font sucer au bébé pour essayer, voilà. Mais voilà, pour moi, c'était pas tant, j'avais pas tant de peur par rapport au geste chirurgical de la césarienne. Aujourd'hui, j'aurais encore plus d'appréhension, tu vois, par rapport à ça. Mmh. Mais à l'époque, c'était juste par rapport à cette histoire de microbiote. Et donc, quand ils partent en salle de staff et que la salle se vide et qu'on se retrouve qu'avec mon conjoint, il me dit, bon, écoute, tu finis de dormir là, tu prends 5 minutes, et ensuite tu te réveilles et tu vas la faire sortir. Et on part pas en césarienne. Et il me dit ça. Et donc là, moi, dans ma tête, je me dis, bon, bah ok, il va falloir. Et donc la sage-femme revient. Et là, franchement, je sais pas où je trouve la force. Je sais pas. J'ai toujours dit, je pense qu'il y a quelqu'un qui a pris le contrôle de mon corps. Je sais Mmh. pas, peut-être un aïeul, peut-être, tu vois. Et en fait, j'ouvre les yeux comme ça. Je la regarde et je lui dis, il faut la faire sortir maintenant. Et j'avais qu'une envie, c'était de dormir, en fait. C'était de replonger dans mon coma, tu vois. Et un peu comme quand tu es très, 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 très fatigué et que tu luttes, tu luttes, tu luttes pour être réveillé. On a tous déjà vécu ça, Ouais, ouais, ouais. c'est super dur. Et donc, vite, vite, elle me dit, OK. Elle me met les étriers et elle me dit, on va commencer à pousser. Donc, elle me dit, bah, pousser, 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 pousser. Et en fait, moi, dans ma tête, je me dis, mais ça va jamais marcher. J'arrive à peine à ouvrir mes paupières. Je vais jamais réussir à pousser en bas. Ça va jamais marcher. Et donc, dans ma tête, je me dis, tant pis, c'est pas grave, je tente. Je vais mimer avec mon visage, avec mes yeux, comme quoi je force, parce qu'il y a que ça que je sens et que j'arrive à contrôler en termes de muscles, tu vois. Donc je me dis, je vais Mmh. faire ça comme ça. Et je vais faire comme si je poussais et on verra bien ce qui se passe. Et d'un autre côté, je me disais, non, mais elle va de suite se rendre compte que c'est fake, en fait. Je pousse pas, qu'il se passe rien. Et donc, je commence à faire ça, tu vois. Je fais ça. Elle me dit, pousser, je fais ça, comme ça. Et elle me Mmh. dit, oui, c'est bien, continue, continue. Et là, dans la tête, je me dis, mais ça marche? C'est génial! Donc, vous savez, hein, si vous l'accouchez, vous pouvez fermer les yeux et ça, non, c'est pas vrai. Si seulement. Et, seulement. Et donc, je continue, tu vois, en me disant, bah, écoute, ça marche, peut-être que, je sais pas, ça marche. Et donc, elle me laisse pousser 40 minutes. Normalement, enfin, chez nous, en France, il me semble, C'est au bout de 30. 30 minutes, voilà, Mmh. au bout de 30 minutes de poussée, on arrête et on dit on part en césarienne. Alors ça, c'est en France parce qu'il y a d'autres endroits, comme, Ah oui, oui, bah, en voilà. France, oui, c'est la En France, France, quoi. en France, on tolère que 30 minutes. Il y a d'autres Oui. endroits où on tolère 45 minutes, 1 heure, ben bon. Mais chez nous, c'est 30 minutes, pas plus. Et en fait, elle est très sympa, la sage-femme, parce elle me laisse 10 minutes de rab, quoi. Et, euh, et donc, la petite sort. Euh, Elle se prend du liquide amniotique, donc elle boit un peu la tasse. Et elle me la pose dessus. Et sauf qu'en fait, au moment où elle me la pose, donc on a la décharge ocytocine avec mon conjoint, on se regarde, on pleure, on est trop content, machin, tout ça. Et en fait, 3 secondes après, pouf, je replonge dans mon coma. Et la petite, en fait, elle pleure au début, quand elle sort. Et en fait, ensuite, elle arrête de respirer, elle se met un peu en amorphe aussi, comme moi. Pouf, elle s'endort et elle respire plus bien. Et puis, voilà. Et donc là, j'entends une petite voix qui me dit, Madame, excusez-moi, je dois vous récupérer votre bébé. Et moi, je lui dis non. Je fais quoi? Non. En fait, on s'était mis d'accord avec la sage-femme. Je lui avais dit, voilà, moi, je voudrais vraiment que quand le bébé naît, vous me la mettez dessus. Je voudrais vraiment qu'on fasse la tétée d'accueil. Ça, on en avait parlé pendant la préparation de la naissance avec les sages-femmes. Je trouvais ça génial, le fait que l'enfant rentre tout seul et qu'il aille trouver le sein. Donc, je voulais vraiment vivre ça.
Et, et donc, je lui avais dit, voilà, vous me la prenez pas, s'il vous plaît, on fera les mesures et tout après. Au début, je voudrais vraiment que vous me la laissiez. Et donc, elle me dit, oui, pas de souci, si c'est ça votre projet, on va le respecter, pas de souci. Et en fait, j'entends donc une petite voix qui me dit, Madame, on doit vous récupérer votre bébé. Donc là, moi, j'ai les yeux fermés, je fais, non. Et elle me dit, si, parce qu'elle respire pas, là. Donc là, j'ouvre les yeux, je la regarde et je vois qu'effectivement, elle respire pas. Ah, et Mmh. je fais, ah, d'accord. Ouais, C'est toute c'est floutée, fou, là, hein, complètement déconnecté, Et ouais. donc de là, il me récupère la petite et il l'amène, parce que dans la maternité, il y avait une espèce de mini-salle de réa avec une couveuse et donc ils ont commencé à lui mettre une aide respiratoire avec euh, une espèce de VNI pour le bébé, une Mmh. espèce de masque Mmh. à haute concentration. Donc de là, mon conjoint sort de la salle, il va avec la petite. Moi, je me retrouve seule parce que du coup, vu que j'avais la péridurale, il faut attendre 2 heures avant de pouvoir. Enfin, tu peux pas partir tout de suite, hein, t'es un peu coincé Eh oui. avec voilà les surveillances post-anesthésie. Donc lui, il a pas pu la prendre parce qu'elle était dans la couveuse sous respi. Et ensuite, ils l'ont transférée sur l'AREA où j'avais travaillé. Donc moi, le temps qu'on enlève la péri, qu'on attende les 2 heures, qu'on attende de voir est-ce que je fais pipi ou pas ou machin. Le moment, donc en fait j'ai accouché, c'était 7h moins le quart du soir, c'est 18h45 par là. Et quand j'ai pu descendre à la réa pour voir la petite et la prendre au bras et faire le premier pot à pot, c'était je crois 1h du matin, un truc comme ça. Et quand on est arrivé donc dans le box de la réa, donc c'était un box double. Donc il y avait un autre bébé à côté. Non, à ce moment-là, il n'y avait pas de bébé, ils allaient faire une entrée bientôt. Donc quand moi j'arrive, on était seul avec la petite et déjà j'arrive et la petite elle était en vrac dans la couveuse, tu vois. Elle était, enfin, ça m'a fait mal au cœur quand on aurait dit, elle était Ouais. sur le dos dans sa couveuse, elle gigotait les bras, les jambes, elle faisait des petits cris. Enfin, vraiment, on aurait dit un Mmh. animal en cage, c'était nul, quoi. Je la prends, elle se calme, etc., etc. Et puis ensuite, ma collègue infirmière qui prenait ce box avec qui j'avais travaillé me dit, bon là, par contre, après, il va falloir partir parce que je vais faire une entrée. Du coup, on va recevoir un bébé pour sur la couveuse d'à côté. Donc, on a vraiment qu'une heure de peau à peau. Et après, bah, du coup, tu vas pouvoir retourner te reposer dans la chambre sans ton bébé. Donc c'est ce qui s'est passé. Je l'ai gardé 1 heure. Après, elle était beaucoup plus détendue dans sa couveuse, elle gigotait plus. Mais j'ai pu la récupérer. En fait, ils ont sevré l'aide respiratoire dans la nuit. Et au petit matin, ils l'ont transférée dans le service de néonat. Donc j'allais la voir en néonat. On n'a pas pu tout de suite mettre en place l'allaitement. On a essayé, mais bon, voilà, c'est un peu. Et j'ai pu la récupérer avec moi dans la chambre, du coup, que le soir même. Donc 24 heures après sa naissance. Voilà. Donc, C'est quand même fou, on le voit, c'est tellement flagrant à chaque fois que j'entends des récits comme le tien, même s'il y a toujours des variantes personnelles, c'est toujours ça qui revient. Une rencontre volée avec son bébé pour un grain de sable qui fait dérailler la machine. Alors, pas toutes le vivent comme ça, mais ouais, après, il faut encore identifier, hein, que c'est pas normal aussi ce qu'on vit. Et tu vois, moi, à chaque fois, c'est pour ça que je me lève le matin, c'est pour ça que je continue tout le temps cette émission et tout le travail qu'on fait dans l'accompagnement. Il y a une semaine entière de cours sur ça, tu vois, Julie, sur l'effet toboggan. Une semaine de cours que sur ça. Et je vois à chaque fois que c'est souvent dans le cas d'un premier bébé, faut le dire, parce que on se rend pas compte de ce que ça peut être, hein, tu vois. Et on est toutes passées par là, hein, celles qui ont eu un premier bébé, se dire: «Ah si seulement j'avais su», en fait. Parce que tu vois, après c'est trop tard, c'est fait, c'est fait. Et des fois, des liens se font, très difficilement, voire même des fois pas du tout. Moi, j'ai des mamans qui me disent: «Bah, je vois, hein, entre mes enfants, il y a, bah, voilà, il y a un truc qui me manque et ça manquera toujours». Il y a ouais, il y a Heu et tout ça, malheureusement, c'est complètement, mis de côté, dans les structures. On s'occupe pas de ça, en fait. Le job, c'est une maman en vie, un bébé en vie. Une fois que c'est fait, it's c'est ça. done, hein. Le Mmh, taf, il est fait, quoi. c'est ça. Et en plus, toi, tu as eu, je voulais quand même
je voulais quand même juste qu'on évoque ça. Tu as eu une antibiothérapie qui a été, Ouais. proposée pour ta fille. Tu as Et pour moi aussi, refusé. nous 2. Pardon? Pour moi aussi. Ah, pour toi en plus? Mmh. En plus, bah, dis donc, vous avez pas été épargnés et en plus évidemment, tu as refusé au départ, mais tu m'as dit: «J'ai ressenti tellement de pression que j'ai fini par craquer», c'est ça? Ouais. En fait, donc quand il me récupère la petite, il y a une interne qui vient me voir et qui me dit: «Voilà, bon, vous connaissez, hein, droit du patient, tout ça, donc je dois venir, vu que vous êtes la mère, je dois venir vous demander l'autorisation, on voudrait mettre, votre fille, sous antibiothérapie, commencer l'antibiothérapie parce que là, du coup, elle a fait une détresse respiratoire à la naissance. On ne sait pas si, il y a une cause, infectieuse. Donc, pour éviter de perdre du temps, parce que là, on lui a fait des prélèvements pour vérifier si effectivement il y a une infection ou pas. Mais les résultats, ça revient que dans 3 jours. Donc, pour éviter de perdre le temps de ces 3 jours, ça serait bien qu'on commence l'antibiothérapie maintenant. Et donc là, je leur dis, ben non. J'ai dit, je me suis pas fatiguée à faire sortir ma fille par voie basse dans les conditions qu'on connaît pour qu'elle ait une colonisation microbienne, pour que derrière vous me la mettez sous antibiothérapie, alors que en fait, si elle s'est pas bien adaptée, c'est parce qu'elle a eu du Droleptan et moi aussi, et qu'on était complètement shootés et endormis, quoi. Non, 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 le Droleptan, ça n'a rien à voir, ça passe pas à la barrière placentaire. Non, non, là vraiment, il y a peut-être une cause infectieuse, il faudrait quand même, il faudrait pas perdre de temps. Non, je leur dis, écoutez, non, non, personne ne sera mis sous antibio, on n'est pas malade, il n'y a pas de souci, voilà, non, d'accord. Donc elle repart. Quelques minutes après, elle revient. Oui, je suis désolée, je reviens, je me dois d'insister un petit peu là, parce que bah, j'ai vu avec les médecins-chefs et tout, bah, il faudrait vraiment la mettre sous antibio et vous aussi, hein, parce que là, vous imaginez si on perd 3 jours et que les émocs, elles reviennent positives à un germe. Enfin, vous savez hein, comment c'est, vous êtes infirmière aussi, les enfants, ça peut aller très vite, une dégradation, tout ça. Donc, et je leur dis, mais non, j'ai dit non, j'ai dit, je vous ai dit non. Ni moi ni elle, donc, bah, vous allez quand même me mettre sous antibio. Non, non. Moi, j'en démordais pas que c'était ce Droleptan, en fait. Hein, la problématique, c'était pas. Et en fait, de là, je crois que je sais plus si c'est elle encore qui revient une troisième fois ou si c'est le médecin chef, qui presque en gros me laisse pas trop le choix. Il me dit, écoutez, madame, là, enfin, vous êtes infirmière, enfin, il faut la mettre sous antibio, votre fille. Vous imaginez s'il y a quoi que ce soit, vous allez être responsable enfin, tu vois, ils ont commencé un peu Bah oui. à me foutre la pression. Mmh. Et en fait, j'étais tellement fatiguée. Moi, j'étais en train d'attendre de pouvoir me lever. Enfin, tu vois, on était dans ces 2 heures Ouais. où on m'avait levé la péri. Donc, en fait, ça m'a fatiguée et je leur ai dit, bon, écoutez, bah, faites ce que vous voulez. Je vous ai dit non, vous écoutez pas, bah, faites ce que vous voulez. Je vais pas revenir une quatrième fois, quoi. Et après coup, tu vois, ça fait partie des choses. Alors, tu vois, c'est marrant, tu parlais du lien. Moi, pour le coup, c'est l'inverse qui s'est passé. Je pense que j'ai développé un lien très fort avec ma fille. Justement parce que peut-être parce que je suis infirmière aussi et que je me suis faite avoir bêtement, tu vois. Si j'avais pas été infirmière, j'aurais pas su que le Drolatan, j'aurais pas su, tu vois, ça m'aurait pas surprise, ça m'aurait pas. Et là, en fait, je me suis dit c'est un peu de ma faute quand même parce que c'est moi la mère de mon enfant, c'est moi qui dois la protéger quand même. Et en fait, ben, j'ai pas su arrêter, enfin, j'ai pas su empêcher cette injection de Droleptan. J'ai pas su peut-être mieux me renseigner par rapport à la péri et éviter du coup d'avoir une péri. Et donc, bon, voilà. Après ça, j'aurais peut-être pas pu savoir, mais et j'ai pas pu réussir à lui empêcher d'avoir cette antibiothérapie. Donc 3 jours après, les hémocultures reviennent stériles, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de germe dedans. Donc effectivement, il n'y avait pas du tout d'infection. Mais comme on avait commencé l'antibiothérapie, et ben on est obligé d'aller jusqu'au bout pour éviter les Mmh. résistances. Voilà. Donc en fait, elle s'est pris une semaine d'antibio. En plus, ils ont changé d'antibio. Je crois qu'au total, elle a eu 3 antibiothérapies différentes. Alors je sais pas pourquoi ils ont fait leur tambouille comme ça, parce qu'en plus les émocs étaient devenus stériles, donc en fait je sais pas pourquoi ils ont changé d'antibiothérapie. Bon bref.
Moi, il me Eux-mêmes non, donnait. hein, je pense. Eux non plus, entre On nous. Tu saura sais, moi, j'en jamais, entends écoute, tous hein. les jours, hein, donc on fait parce que c'est comme ça, Ouais, puis on a appris comme ça, mais on voi sait pas trop voilà. pourquoi. Mais tu Donc m'avais quand même dit, que tu pouvais pas toucher ta fille. Elle avait comme une ouais, hypersensibilité tactile. ouais. Ouais, bah, très vite, je me suis rendu compte que ça m'a semblé bizarre d'ailleurs, parce que je me suis dit, tiens, les bébés, il faut faire du pot à pot, les masser, machin. Enfin, tu vois, le toucher, c'est hyper. Mmh. Enfin, ça fait partie des sens qui sont le plus. Enfin, c'est le seul moyen de communiquer avec le bébé, hein, en fait, parce que il comprend pas quand tu lui parles. Enfin, c'est vraiment le tout passe par le toucher. Et moi, je pense que le fait dans sa naissance d'avoir tout de suite eu, parce que encore une fois, en tant qu'infirmière, je sais très bien, enfin, je me fais une idée des soins qu'elle a eu. Je sais qu'elle est pas juste, on l'a pas juste mis dans une couveuse dans la pièce à côté. Je sais qu'on l'a mis dans la couveuse, qu'on lui a fait une gazométrie, qu'on lui a fait du coup un prélèvement pour les émocs. Je sais qu'on lui a fait une bronchoaspie, qu'on lui a mis voilà un tuyau qui aspire dans le nez. Enfin, je sais tout ça. Tout ce qui va être soins invasifs au niveau du corps, je me fais bien une idée de ce qu'elle a dû recevoir. Et, et je pense que c'est ça qui a créé chez elle une. Bon, après, on saura jamais, mais c'est ma supposition, hein, mon instinct de maman qui dit ça. En fait, j'ai ma fille, déjà, elle a très vite tenu sa tête parce que dès que je la prenais au bras, elle a jamais posé sa tête sur mon buste, sur Ouais, notre buste, elle faisait comme jamais. ça en arrière. Ouais, elle voulait pas qu'on la touche. Alors après, elle a eu le RGO, tout ça. Donc forcément, il y a eu aussi cette hyper extension. Mmh. Mais dès le début, elle voulait pas trop qu'on la touche. Après le bain, quand on voulait lui faire, tu vois, lui passer de l'huile, la masser, elle se mettait dans un état mais cataclysmique, comme si on lui faisait du mal en fait. Mmh. Donc en fait, on n'a jamais pu la masser, lui passer voilà, de la crème. Même au niveau, quand elle dormait, on n'a jamais pu lui mettre une gigoteuse, une couverture. Enfin, ça a été très, 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 très long. Pendant très longtemps, elle voulait pas qu'on lui fasse de bisous, elle voulait pas de câlins. Enfin, tu vois, très, très, ne touchez Mmh. pas quoi. Mmh. Jusqu'à même maintenant, encore, elle a 4 ans. Voilà, alors après, bon, tous les enfants sont plus ou moins comme ça, mais je pense que de base, elle se comportait pas tout à fait comme un bébé classique où tout va bien. Je pense. Mmh mh. Mmh. Après, voilà. Mais c'est vrai que moi, pour le coup, pour l'antibiothérapie, bon, il m'apportait les antibiotiques, je les mettais à la poubelle. Moi, enfin, voilà, mon nom, il était catégorique, tu vois. Donc moi, je jetais le. Donc, mais j'ai pas pu, tu vois, pour elle, j'ai pas pu la protéger. Et puis surtout, pendant une semaine, du coup, on est resté à l'hôpital parce qu'elle était sous antibiothérapie intraveineux. Donc tous les 2, 3 jours, il fallait la repiquer, lui reposer le cathéter pour Mmh. passer les antibiothérapies. Enfin, tu vois, Ouais. alors Et qu'il n'y puis, avait pas tu vois, d'infection, quoi, c'est ridicule. c'est exactement ça, hein, comme tu dis, sur le coup, on vient d'accoucher dans des conditions très compliquées. On n'a plus la force, de se battre, en fait, hein, et Mm. évidemment, c'est facile après coup de se dire: «Ah mais j'aurais pu, j'aurais dû», ma foi, c'est très culpabilisant aussi, hein, pour les mamans. C'est pour ça que tu n'as pas été, reprise à 2 fois, et Mm. j'espère que tu viendras nous raconter ton deuxième accouchement qui est complètement différent. Tu as accouché chez toi Ouais, pour la deuxième, c'est ça? c'est ça. Bon, suspense, pour la suite, des, aventures avec Julie. Je suis sûre que tu vas revenir, nous Avec voir, plaisir. et je voulais quand même te laisser le mot de la fin. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux autres mamans qui sont enceintes et qui préparent leur accouchement? Moi, franchement, un truc, n'ayez pas peur de vous informer. N'ayez pas peur du savoir. Je pense qu'il y a une vraie peur autour de tout ça, qui crée un blocage même, hein. J'essaie moi hein, de transmettre ce que je sais à mes proches qui sont voilà qui attendent un bébé. Euh, et je sens que c'est très très difficile parce que il y a une vraie peur derrière, une peur de la complication, une peur de voilà, et qui crée un blocage. En fait, c'est comme si les écoutilles étaient fermées. Et vraiment, n'ayez pas peur. Mon père disait la peur c'est une amie. La peur, elle est là pour que tu puisses réagir s'il y a un danger. Mais elle doit pas t'empêcher de Mmh. faire les choses. Donc moi, si je risque qu'une seule chose à dire, c'est vous ne vous doutez pas qu'il y a énormément de choses que vous ne savez pas et qu'on ne vous dit pas, et que même les professionnels soignants ne savent pas, parce que faut pas se mentir, et il y a des médecins qui le disent. En France, enfin aujourd'hui, on n'est pas formé, les professionnels ne sont pas formés à la physiologie.
Donc, c'est des informations qu'il faut aller chercher ailleurs. Et il Mmh. faut pas prendre, il faut pas, il faut connaître, évidemment, tout ce que l'équipe médicale peut nous transmettre, mais il y a énormément de choses aussi à savoir à côté de ça. Et n'ayez pas peur d'aller au-delà de l'information, n'ayez pas peur de vous renseigner, d'entendre qu'il est possible de faire autrement et que vous n'allez pas vous mettre plus en danger, bien au contraire. OK, bah, au moins c'est clair. Ouais, Merci beaucoup Julie, merci à toi. de pour ton partage et puis, en parlant de partage, je compte sur vous les amis pour, continuer de diffuser à votre tour, chaque épisode. Ça continue à chaque fois de libérer d'autres mamans qui connaissent pas l'effet toboggan, qui connaissent pas du tout les effets secondaires, typiquement, ce que toi tu as vécu. Je pense pas que tu dois être la seule. Si ça se trouve, d'autres mamans vont, venir nous contacter. Ça arrive souvent après une histoire, comme ça que ça libère d'autres femmes qui, en fait, qui avaient pas fait de lien, tout simplement dans leur histoire. Donc merci pour votre fidélité les amis, toutes les infos sont dans la description de cette vidéo comme d'habitude et puis, Julie, je te dis, à la prochaine fois pour, un nouveau récit, cette Avec fois. plaisir. Merci Emma. À bientôt.